Bienvenue sur... Ah. Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau Facebook Live. Donc je suis Jade, responsable de formation chez ForProf. Et ce soir, encore une fois, et je l'en remercie, je suis de nouveau accompagnée de Pascal, ancienne IEN, si je puis dire. Oui, récemment. Récemment, voilà, tout à fait. Moins d'un an, je crois d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Bon, Pascal, ce soir, va nous partager son expérience de l'après-concours. Vous êtes nombreux à avoir réussi le concours cette année et on vous en félicite vraiment. Bravo à vous. C'est une très belle réussite. On va y revenir, notamment quand on connaît la situation que vous avez tous, qu'on a tous vécu cette année. C'est vraiment une très très belle victoire. Et vous devez vous interroger sur, et bien maintenant j'ai mon concours en poche, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Nous sommes début août. Dans moins d'un mois, je serai en classe. J'aurai mes premiers élèves avec moi. Mais comment ça va se passer? Mes affectations, la pré-rentrée à l'école, à l'INSPE, qu'est-ce que je dois faire? Certains doivent déménager en plus de ça parce qu'ils ont été reçus dans une autre académie, là où vous êtes installés. Beaucoup de choses, beaucoup de remue-ménage là en même temps en ce moment. Donc on va essayer de clarifier un petit peu tout ça ce soir. Peut-être un petit mot, Pascal, pour vous représenter, vous resituer dans le contexte ForProf. Oui, alors donc effectivement, j'étais inspectrice de l'éducation nationale, donc j'ai fait souvent des rentrées et j'accueillais les enseignants, fonctionnaires, stagiaires. Ça va manquer d'ailleurs un petit peu cette année. Et puis donc à ForProf, je travaille depuis plusieurs années en tant que professeur de français et je les ai suivis pour la connaissance du système éducatif. Et puis moi, je vais d'abord me joindre à vous. J'ai d'abord vraiment les féliciter. Ouais. Hein, vraiment bravo. C'est un concours très très difficile, on le sait, particulièrement angoissant cette année. Donc je pense que d'abord, il faut qu'ils savourent leur victoire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la première chose. Après, voilà, il faut ils commencent à se mettre dans la tête que ça y est, ils sont enseignants. Hein, et enseignants, fonctionnaires, stagiaires, il y a 3 mots. Alors, il y a le mot stagiaire, mais stagiaire, c'est pas étudiant. C'est vrai. Stagiaire, c'est pas étudiant. Fonctionnaire, bah oui, on a des droits et des devoirs. Et puis, enseignant. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'ils l'aient devant les yeux. Ils sont maintenant des enseignants. Donc, voilà, juste un mot, bravo, bravo, bravo. Bon, donc on le répète, vous venez de vivre une année difficile, vous avez appris beaucoup de choses et il vous reste encore pas mal de domaines à découvrir, à approfondir. Vous êtes inquiet et il est surtout important de vous dire, comme Pascal vient de vous le dire, que ça y est, maintenant il faut intégrer, vous êtes enseignant, vous êtes légitime dans vos droits dans ce nouveau métier. La preuve, c'est que d'ici moins d'un mois, on va vous confier des élèves. Donc, comment ça va se passer? Vous savez que vous serez définitivement professeur des écoles à la fin de cette première année, année de titularisation, comme on dit. Et en fait, vous allez être à mi-temps à l'INSPE, à mi-temps en classe. Voilà, vous aurez plusieurs casquettes et plusieurs responsabilités. Rapidement, Pascal, est-ce que vous pouvez nous resituer les points que nous allons aborder ce soir? Voilà. Alors, je pense qu'on va d'abord parler des affectations, parce que ça, c'est comment ça va se passer, c'est la première chose. Comment ils vont gérer, puisqu'ils ont entendu parler de cette alternance, comment elle va s'organiser, cette alternance entre l'INSPE d'un côté et puis la classe de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'INSPE? Je pense que ça aussi, on va essayer de le clarifier avec la notion de mémoire, parce qu'ils en entendent parler, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à ça. Et puis bien sûr, nous allons voir un peu comment ils vont être suivis sur le terrain, puisqu'ils vont continuer leur formation. Donc comment ça va se passer, quelles sont les différentes étapes qu'ils vont rencontrer avant justement de passer leur titularisation. Et bien sûr, on va parler de l'organisation de la rentrée. Comment doivent-ils s'y préparer?
quelque temps. Et puis on leur donnera au fur et à mesure quelques conseils, voilà, pour qu'ils soient un petit peu dans le bain très vite. Je crois que la première chose qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils vont être gérés par 3 entités administratives différentes. Ça, c'est la première chose qu'ils doivent comprendre. Alors, la première, parce qu'ils vont entendre parler de l'inspecteur départemental, l'IEN. Et il ne faut jamais qu'ils oublient que le supérieur hiérarchique, c'est le recteur. Et donc, ils sont gérés avant tout par l'inspection, par le rectorat. Hein. Oui. Il faut qu'ils aient ça aussi dans la tête. Et puis, en dessous le recteur, il y a l'inspecteur d'académie, oui, qui représente le recteur. Et l'inspecteur d'académie, c'est lui qui gère l'ensemble des départements, qui est sous sa responsabilité. Et c'est donc l'inspection académique, au départ, qui va les affecter. Voilà, la première affectation, on va y revenir tout à l'heure, c'est l'inspection académique qui gère en fonction de l'ensemble des communes de l'académie. Alors, ce qui est compliqué, souvent ce qu'ils ont du mal, c'est que l'inspecteur d'académie gère le département. Et c'est le recteur qui gère l'académie. Ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Il faut dire que c'est pas simple. Voilà. Mais ils doivent comprendre, tout en haut, il y a le recteur. Et le recteur, il a plusieurs académies. Et puis, dans chaque académie, il y a un inspecteur. Dans chaque département, pardon, vous voyez, moi-même, j'arrive à me tromper. Dans chaque département, il y a un inspecteur d'académie. Et eux, ils vont être affectés dans un département sous la responsabilité d'un inspecteur d'académie. Donc ça, c'est la première entité qu'ils doivent comprendre. La deuxième entité, c'est que dans chaque département, ils sont dans une commune. Et cette commune, voire plusieurs communes, elle est sous la responsabilité d'un inspecteur, qui est appelé un inspecteur départemental. Je sais, c'est pas simple, mais c'est l'inspecteur, l'IEN, ils entendront parler de l'IEN, qui va être chargé de l'organisation de leur formation sur le terrain. Voilà, il y a une formation globale pour tous les EFS du département, et puis il y a un inspecteur dans sa commune ou ses communes de référence qui va un petit peu plus les suivre avec les formateurs. Et puis bien sûr, il y a l'INSPE, qui est l'institut de formation dans lequel ils vont être en alternance. Donc c'est vraiment 3 entités parce qu'à chaque fois, ils vont recevoir des convocations soit de l'inspection académique, soit de l'inspection départementale, soit de l'INSPE. Voilà. Alors, qui ne s'inquiète pas, tout ça va être très très clair pour eux dans quelques temps. Ils vont être dans une école, qui est, mettons, l'école, allez, on prend n'importe quel nom, Charles Péguy, parce que c'est des noms qu'on connaît. L'école Charles Péguy, elle se trouve dans la 13e circonscription. La 13e circonscription, elle est gérée par l'IEN. Mais la 13e circonscription, il y a la 14e, la 2e, la 3e, etc. L'ensemble est géré par l'inspecteur d'académie. Voilà. Lui-même, cet inspecteur d'académie est sous la responsabilité du recteur, qui lui a bien sûr plusieurs académies. Voilà. Super, merci. Ça y est, chacun est à sa place, plus ou moins. On comprend un peu mieux la hiérarchie. Alors, première étape, l'affectation. Ils ont reçu ou recevront bientôt leur affectation. C'est bien ça ? Donc là, dans un premier temps, on va peut-être parler de l'affectation au sein de l'inspection académique. Voilà, alors ils vont recevoir une affectation par l'inspection académique, l'inspecteur d'académie. Alors, il y a plusieurs possibilités. Allez, celle qu'ils attendent, c'est d'être affectés dans un niveau, dans une classe. Forcément. Ça rassure. Bon, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et la réalité fait que un grand nombre d'entre eux peuvent être affectés sur plusieurs écoles et plusieurs niveaux. On espère, étant donné qu'ils sont quand même à mi-temps, que ça ne dépassera pas 2 écoles, 2 niveaux. Voilà. Généralement, ils doivent se rassurer. C'est une année où quand même tout le monde est mobilisé pour essayer de les aider. Après, l'administration, elle fait avec les postes qu'elle a. Parfois, elle ne peut pas mettre un EFS dans une classe et pour les 2 jours où ils vont être présents. Donc, ça peut être 2 écoles et 2 niveaux différents. Et la 3e cas de figure, c'est celle qui les inquiète aussi beaucoup, c'est quand ils n'ont pas d'affectation. Et ça peut arriver, et je vais leur expliquer pourquoi.
La carte scolaire, alors la carte scolaire, c'est l'ouverture ou la fermeture des classes. Mhm. La carte scolaire, elle va être révisée quelques jours avant la rentrée. Mhm. Et puis, ça dépend des arrivées de dernière minute, etc. Donc, il peut y avoir des ouvertures ou des fermetures de dernière minute. Et les enseignants fonctionnaires stagiaires, dits EFS, sont placés bien sûr en dernier, puisqu'il y a le mouvement des enseignants. Et donc, parfois, ils se retrouvent. Alors, moi, régulièrement, je me retrouvais avec 7, 8, parfois 10 enseignants fonctionnaires stagiaires qui, à la rentrée, n'avaient pas de poste. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut qu'ils se rassurent. Ils vont en avoir un. D'accord? Mais parfois, ça peut durer. Ça peut durer 15 jours, ça peut durer 3 semaines parfois, quand la carte scolaire est compliquée. Bon. Alors, dans ces cas-là, il y a deux choses. D'abord, ils sont quand même suivis par l'équipe de circonscription. Il ne faut pas qu'ils se fassent de soucis. On va les recevoir, on va leur expliquer ça. Et souvent, on les met pendant 15 jours, 3 semaines en aide dans une école. D'accord. Alors, en aide dans une école, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, par exemple, on peut les mettre de manière ponctuelle comme ça dans la classe du directeur. Parce que le directeur, en début d'année, il a beaucoup de choses à faire, et notamment les parents. Donc, c'est une vraie aide pour lui quand il y a un enseignant qui arrive et qui prend sa classe le temps qu'il voit les parents. Donc, ça dure généralement 15 jours, 3 semaines. Ce n'est pas toujours confortable, mais en même temps, c'est un moment où ils vont rencontrer des équipes, ils vont voir comment se passe une rentrée scolaire sans forcément être très impliqués. C'est intéressant. Il faut toujours qu'ils aient dans l'idée quand même qu'ils sont en formation. Donc, toutes les situations, même les situations inconfortables, doivent leur apporter des éléments de formation. Oui. Et puis, la dernière chose, s'ils sont sur liste complémentaire. Sur liste complémentaire, forcément, ils vont attendre aussi d'être appelés. Parce que c'est en fonction du rang sur la liste complémentaire. Alors, je ne vais pas leur mentir, je n'ai aucune idée de savoir si, quand ils sont 40e ou 50e, quelle chance ils ont d'être appelés. Ça, je n'en sais rien. S'ils sont dans les 10 premiers, ils ont forcément plus de chances que quand ils sont dans les derniers. Mais là aussi, ils peuvent être appelés Ils peuvent être appelés pratiquement même toute l'année. Ah oui. Ils peuvent être appelés fin septembre, mais si dans l'année, il y a par exemple d'énormes absences, des manques d'enseignants, etc., ils peuvent être appelés toute l'année. D'accord. Voilà. Bon, on y voit plus clair avec les affectations. On sait où est-ce qu'on est affecté, dans quelle école, idéalement dans quel niveau de classe. On a reçu notre petit courrier. Qu'est-ce qu'on fait? On prend contact avec le directeur, c'est ça? Alors, oui. Ou la directrice? Oui, alors, il va se passer deux choses. Ils vont recevoir une convocation de l'inspection, ou de l'inspection académique. Alors, en fonction des académies, ça peut changer. Alors, soit l'inspecteur d'académie décide de rencontrer tous les enseignants fonctionnaires stagiaires. Ok. Et je dirais que c'est souvent le cas. Il veut à un moment donné montrer que notre supérieur hiérarchique avant tout, c'est l'inspecteur d'académie. Il réunit tous les enseignants fonctionnaires stagiaires. Il présente le département, les caractéristiques du département. Il rappelle les consignes du ministère. Il redonne les lignes de conduite de l'année. Okay. Ensuite, il va y avoir le regroupement par les inspections, les équipes de circonscription, celles qui vont suivre les enseignants fonctionnaires stagiaires toute l'année, c'est-à-dire l'inspecteur et les conseillers pédagogiques. Et là, l'inspecteur et les conseillers pédagogiques vont les accueillir, leur présenter la circonscription. Ils vont de nouveau revoir avec eux, alors à la fois comment va se passer le suivi, revoir comment on fait des progressions, on y reviendra tout à l'heure, comment on fait un cahier journal, qu'est-ce qui est attendu d'eux, ils vont vraiment les clarifier. Il y a un premier contact avec les conseillers pédagogiques qui est très rassurant pour eux, parce que les conseillers pédagogiques sont là pour les aider. Ils revoient vraiment les bases et on les aide vraiment au maximum. Donc ça, c'est le côté premier accueil dans le département. Et puis bien sûr, le deuxième côté, c'est quand ça se passe souvent sur 2 jours, avec 1 jour et demi avec l'équipe de circonscription. Et la dernière demi-journée, eh bien, on va leur demander de prendre contact avec le directeur d'école. Et là, ils vont prendre le contact avec le directeur d'école pour avoir leur niveau, pour avoir une présentation de l'école, pour prendre contact avec leur binôme, pour commencer à voir leur classe, bref, pour commencer à se sentir dans les locaux. Bon, parfait.
En ce qui concerne les binômes, justement, on peut être en binôme. Je sais qu'il y a plusieurs possibilités avec un professeur titulaire ou parfois avec un autre FS1. Oui. Alors, il faut savoir que chaque académie, en fonction en fait de son nombre d'enseignants fonctionnaires stagiaires, c'est vrai que c'est pas la même situation dans des petits départements comme quand on est dans des grands départements comme la Seine-Saint-Denis ou autre. Ouais. Donc, soit effectivement, ils sont affectés dans un niveau de classe avec comme binôme un enseignant. Bon, alors, là, il faut qu'ils se rendent compte d'une chose, c'est que dans ce cas-là, l'enseignant, lui, il a souvent demandé un mi-temps. C'est pour ça qu'il se retrouve avec un enseignant fonctionnaire stagiaire. Soyons honnêtes, ils ne sont pas toujours, eux, dans la perspective d'être formateurs. Ils ne le sont pas d'ailleurs. C'est vrai. Ils ne le sont pas. Donc, j'allais dire, allez, 90%, on tombe sur un enseignant très agréable qui va tout faire pour vous aider. La répartition sera plutôt équitable. Voilà, il va y avoir une répartition équitable. De l'autre côté, on peut leur proposer des choses qui ne seraient pas acceptables. Tu fais les maths, je fais le français, tu fais le PS, je fais la musique. Et ça, c'est pas possible parce que quand on est enseignant, toute l'organisation des apprentissages, elle est tournée vers les enfants et leur intérêt. En cas de litige, il y a les conseillers pédagogiques qui vont les aider, qui les aideront avec diplomatie. Et de toute façon, la première chose qu'il faut dire à l'enseignant, c'est que, bah oui, vous allez être de toute façon suivi. Donc, il y a des conseillers pédagogiques, voire l'inspecteur qui va venir dans la classe. Et donc, par conséquent, il faut une répartition équitable. On fait, par exemple, de l'anglais, enfin, des langues vivantes chaque jour. Il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre. Ça, ce sont des choses qu'ils auront en tête. Et puis oui, dans certains départements, ils vont être 2 enseignants fonctionnaires stagiaires. Là, c'est le cas où généralement, ben voilà, ils sont nombreux. Donc, il y en a un qui est à l'INSPE pendant que l'autre est sur le terrain. C'est intéressant. Je dirais qu'il n'y a pas de formule meilleure que d'autres. Oui. Dans la première, c'est toujours intéressant de s'appuyer sur un enseignant qui a d'expérience. Mais de l'autre, démarrer avec un collègue qui est comme soi, faire les erreurs ensemble et progresser ensemble, c'est pas non plus... voilà, il n'y a pas de bonne formule. Ouais. Et justement, la période de pré-rentrée, de présentation entre les binômes, etc., c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement se répartir le travail, faire connaissance et puis essayer de trouver son organisation ou une organisation commune du moins pour l'année. Oui, alors là, on est dans la journée de pré-rentrée. Oui. Bon, alors la journée de pré-rentrée, c'est pareil, il faut qu'ils sachent une chose qui est importante. Officiellement, il y a une journée de pré-rentrée avant d'accueillir les élèves. Beaucoup d'écoles aujourd'hui ont la possibilité de faire 2 journées de pré-rentrée. Donc ils doivent se renseigner, c'est lorsqu'ils vont prendre contact avec le directeur d'école qu'ils vont avoir cette information. Et là, il faut qu'ils soient clairs. Ils ne peuvent aller à la 2e journée de pré-rentrée que s'ils ne sont pas convoqués en même temps par l'inspecteur, qu'il soit départemental ou académique. Leur priorité, elle est une obéissance par rapport à l'autorité supérieure. Donc, ça peut toujours s'arranger. Soit l'inspecteur leur donne l'autorisation, considérant que l'école a des particularités, soit on va leur dire non. Sur cette journée-là, vous êtes en formation avec les conseillers pédagogiques et vous ferez le jour de pré-rentrée officiel. Donc, qu'ils soient vigilants par rapport à ça. Pas d'impair. Pas d'impair. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour de la pré-rentrée ? Le jour de la pré-rentrée, oui, vous avez raison. Il va y avoir d'abord un moment collectif. Parce que un enseignant, ce n'est pas un enseignant dans sa classe. C'est une équipe pédagogique. Donc, il va d'abord y avoir une répartition des services, il va y avoir peut-être la présentation du projet d'école, il va y avoir certainement des rappels de consignes de sécurité. On est malheureusement dans le Covid, donc il va y avoir des consignes tout à fait particulières. Donc, il y a généralement toute une matinée où c'est le directeur d'école, avec son équipe, qui met au point un certain nombre de choses pour le bon déroulement de l'école. Et puis ensuite, l'après-midi, c'est là qu'il va y avoir... Alors, parfois, elle se fait avant, Parfois, le directeur a donné les coordonnées, ils se sont vus avant. Mais quand ce n'est pas possible, quand l'enseignant est arrivé en dernière minute, c'est l'après-midi où ils vont se voir effectivement avec leur binôme pour ranger la classe, aménager la classe,
commencer à voir l'emploi du temps. Et peut-être aussi commencer à voilà, avoir des informations sur certains élèves. C'est la première journée où ils vont préparer aussi, je pense, et c'est important, la première journée de rentrée de classe. Hein, voilà. Donc c'est cette journée-là, ils l'auront préparé de leur côté, mais généralement, ils le préparent ensemble. Alors justement, cette rentrée, comment est-ce qu'elle va se passer? La première journée de rentrée. Ouais. Bah, ils ne vont pas bien dormir la nuit, je pense. Hein. Ah, voilà. ça, j'en suis convaincue. Voilà. Alors, deuxième concours. Voilà, on ne dort pas bien la nuit. Et c'est normal parce que, écoutez, j'ai fait de nombreuses années en tant qu'enseignante et à chaque fois, je me surprenais la veille d'avoir un petit pincement au cœur. Bon, donc ça, c'est normal. Il faut le savoir et en sourire. Alors, comment ça va se passer? Je pense que d'abord, il faut qu'ils prennent aussi de la distance par rapport à leurs propres émotions. Parce que si cette journée de rentrée, elle est importante pour eux, elle est très importante pour leurs élèves. Surtout même. Donc, c'est faire un petit moment de méditation ou de yoga le matin en se disant, bon, je ne suis pas du tout rassurée, c'est normal, j'ai un peu une boule au ventre, mais il va falloir que j'accueille mes élèves le mieux possible, que je rassure les parents par ma posture, que je sois souriant, le plus serein possible. Alors, cette journée, vous l'aurez préparée avant. On reverra peut-être tout à l'heure comment ils peuvent préparer, quelles sont les différentes modalités. Mais vous l'aurez préparée avant, et par conséquent, il y a des choses qui vont devoir être très importantes pour vous. La première, c'est l'accueil des élèves. L'accueil des élèves, c'est tout de suite une posture d'autorité, avec beaucoup de gentillesse, de sourire et de disponibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail qu'on fait en tant qu'enseignant avant la rentrée, c'est vraiment de se poser la question de son autorité. Comment on la pose dans la classe? Comment on ne fait pas d'autoritarisme? Comment on n'est pas rigide? Comment à un moment donné, on est ferme parce qu'il y a des règles, et en même temps disponible? Comment on parle aux élèves? Comment on les écoute? Comment est-ce que la première journée, on leur dit bonjour, on est tourné vers eux, et en même temps, voilà, on met tout de suite des règles en place, mais avec gentillesse, fermeté, sérénité. Pour ça, il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'ils se sentent légitimes. Il ne faut pas qu'ils se retournent pour aller chercher l'enseignant dans la classe. C'est eux les enseignants. Voilà. Donc c'est la première chose. Après, cette première journée, elle va, je pense, être particulièrement tournée aussi vers la sécurité. C'est la deuxième chose qui est très importante. Alors la sécurité, ça veut dire qu'ils auront été briefés sur toutes les consignes de sécurité, que ce soit celles spécifiques au Covid, mais que ce soit aussi être alerté par rapport à l'attitude de certains enfants. Je suis à l'école maternelle, il y a des enfants qui vont vouloir se sauver, qui vont vouloir... Donc c'est comment se passe la circulation dans la classe, comment y a-t-il, où est-ce que je suis placée pour être sûre que je vois mes élèves. Voilà, ça c'est des gestes professionnels. Tout ce qui est sécurité, il faut qu'ils en parlent avec le directeur d'école et qu'ils en parlent avec l'autre enseignant, parce qu'il doit y avoir les mêmes règles pour que les enfants tout de suite soient dans ce cadre de sécurité. Donc j'ai dit la sécurité, j'ai dit la posture. Voilà, moi j'étais fan, vous savez, de cette émission Super Nanny, parce que je trouve que Super Nanny, elle était vraiment, voilà, elle était intransigeante avec cette gentillesse, cette disponibilité, le fait que les enfants avaient envie de la regarder et de lui sourire, et en même temps, ils savaient qu'elle dirait non, et qu'elle dirait non fermement. C'est important de le rappeler, parce que souvent ils se font avoir en maternelle, en maternelle, c'est les petits, les petits, de temps en temps, avec sourire et fermeté, il faut savoir leur dire non. Donc l'ambiance générale est importante. Il faut amener dès la première journée des chansons, des histoires. Tout de suite penser à décorer la classe, parce que l'ambiance générale, c'est donner envie aux enfants de venir à l'école. De se sentir bien. De se sentir bien. Et pour se sentir bien, l'enseignant qui est boule au ventre, il essaye d'être au maximum serein. Voilà, de prendre sur lui, de se dire mais quel bonheur, je suis enseignante, ça y est, je suis maîtresse d'école, je suis maître d'école, j'y suis. Mais voilà, ça c'est important. Appréciez votre première rentrée, vous vous en souviendrez toute votre vie. Tout à fait. Oubliez le stress, profitez. Tout à fait. Et puis la dernière chose, c'est le rythme. C'est le rythme, parce que le rythme, il faut qu'il sache et qu'il sait dans la tête que la discipline, c'est pas dire taisez-vous, c'est pas dire écoutez-moi. C'est pas ça la discipline. La discipline, c'est
le rythme d'activité qu'on donne aux élèves, qui sont passionnés par ce qu'ils font Mhm. et qui, à un moment donné, justement, sont entraînés dans un rythme de travail. Donc, on ne met pas 3 heures à leur expliquer qui on est, d'où on vient, ce qu'on va faire. On a toute la journée pour le faire, voire toute la semaine. Ouais. Très, très rapidement, on les met dans des activités qui vont valoriser ce qu'ils savent faire, Mhm. qui vont leur donner peut-être la parole, par écrit parfois, sur comment ils voient cette année, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année, qu'est-ce qui va les passionner, est-ce qu'il va y avoir des projets, comment ça va se passer. Et puis surtout, quand ils vont préparer cette première journée, ce qu'ils ont dans la tête, c'est allez, hein, toutes les 10-15 minutes, on change d'activité. C'est ça. Et on place une petite chanson, parce que de toute façon, il y a la rentrée en chanson, hein, la rentrée en musique. Mhm. Et puis, avec les plus jeunes, mais ça marche aussi avec les plus grands, on est arrivé avec un cadeau en tant qu'enseignant. Et quel est le plus beau cadeau qu'on a quand on arrive dans une classe? C'est de lire une histoire. Ouais. Hein, c'est de commencer à lire un roman, c'est de commencer à les mettre dans l'ambiance. Donc tout ça, c'est vraiment des choses auxquelles ils doivent se préparer. Très bien. Alors, je retiens de ce qu'on vient de dire, si je dois faire un petit résumé, encore une fois, c'est important que vous restiez serein, profitez de votre première année et dites-vous une chose, c'est que si vous rencontrez des difficultés durant ce premier trimestre ou toute cette année, vous avez des conseillers pédagogiques qui sont là pour vous aider. S'il y a un souci avec votre binôme, s'il y a un malaise, s'il y a un souci, peu importe, vous êtes épaulé par des conseillers pédagogiques ils peuvent se rendre disponibles, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Et puis, je fais un petit mémo également sur la fabrique du prof. Vous savez qu'on propose des coachings. Donc, vous pouvez avoir un coach dédié durant toute une année, hein. Un expert métier, principalement des BEMF, IEN ou conseillers PEDA, qui peuvent tout à fait vous écouter, qui seront peut-être, qui sont neutres dans tous les cas, donc vous aurez peut-être une liberté de parole ou une aisance peut-être un petit peu plus fluide qu'avec un conseiller PEDA, celui qui vous aura été attribué ou qui vous sera consacré. Donc ce coach, il est là pour un an. Vous pouvez le contacter quand vous le voulez. Si vous avez besoin de l'appeler tous les soirs pour lui poser des questions, pour faire un bilan les premiers temps, c'est tout à fait possible. On a des EFS qui avaient besoin d'être rassurés, d'être écoutés. Et donc tous les soirs, il faisait un petit point avec ce coach hein, qui est vraiment dédié et qui vous apporte un suivi pédagogique personnalisé. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas que vous restiez seul. Vous avez votre binôme, vous avez les conseillers pédales, la ferme du prof peut vous apporter des compléments, mais vraiment assez importants et ça sera des aides précieuses. Donc ne restez surtout pas seul. Je peux rajouter quelque Bien chose. sûr, bien sûr. Je pense que ça, c'est très très important ce que vous venez de dire. C'est, allez, ça ne va pas toujours se passer comme vous l'avez prévu. Ça se passera même rarement au début comme vous l'avez prévu. Bon. Vous allez faire le maximum. Vous allez travailler, vous allez faire des erreurs. Et vous aurez souvent envie de revivre la journée en vous disant « je ne l'aurais pas fait comme ça ». Et c'est complètement normal, je dirais que c'est même sain de voir les erreurs que vous allez commettre. Et c'est pas grave. Si l'ambiance y est, si vous avez le respect et l'estime de vos élèves, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Par contre, il y a une chose. C'est vrai que la posture d'autorité, il faut qu'elle soit très bien posée dès le départ. Parce qu'il ne faut jamais rentrer dans l'accumulation des punitions et il ne faut pas rentrer non plus dans une forme de dépression personnelle parce que ne pas tenir une classe, c'est vraiment très inquiétant. On peut très vite, très très vite, vous aider à repérer les gestes professionnels pour tout de suite ramener un calme dans la classe et une posture. Et donc c'est tout de suite, si vous sentez qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à gérer votre groupe classe, ça ne veut pas dire qu'il y ait du bruit de temps en temps, mais si vous sentez que vous perdez pied, tout de suite appelez de l'aide. Parce que quand on prend ça dès le départ, en tant que professionnel, on voit tout de suite ce qui s'est passé. Si c'est une question d'organisation générale, si c'est une question de rythme, si c'est un enfant particulièrement difficile, on saura vous rassurer. Ce n'est pas forcément vous. Donc, quelque part, on essaiera de vous conseiller tout de suite. Donc, ne laissez pas les choses s'enferrer
Et oui, vous avez des équipes qui sont prêtes à vous aider, profitez-en. Ne pensez pas que vous allez arriver en vous disant je vais tout faire bien. Ouais. Voilà, c'est aussi ça l'humilité professionnelle, mais c'est un geste professionnel que de s'en rendre compte et de demander de l'aide tout de suite. Je n'ai pas oublié que vous êtes en formation aussi cette première Tout à année-là. fait. Et on va voir aussi à quel point c'est important de se remettre en question parce que justement, à l'issue de cette formation, déjà durant tout le temps de cette formation, vous allez être évalué par plusieurs petits moyens, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire appel quand vous avez besoin. On a fait le point sur comment ça allait se passer au sein de l'inspection académique, au sein de l'école, etc. Maintenant, on va découvrir les étapes de votre intégration à l'INSPE. Comment vous allez faire votre rentrée, qu'est-ce qu'on va attendre de vous durant toute cette année. Voilà, vous allez être à mi-temps, mais comment ça va s'organiser, comment je vais réussir à jongler, c'est pas très simple. Donc il peut y avoir un rythme différent. Hein, absolument, absolument. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qu'on vous dit, il faut que vous ayez en tête que dans les académies, les choses peuvent se présenter différemment. Et c'est la même chose pour les INSPE. Leur façon de fonctionner peut être différente les unes et les autres. Par exemple, dans certaines académies, donc les INSPE qui correspondent à ces académies, vous êtes 2 jours sur le terrain et 2 jours à l'INSPE. Voilà. Généralement, la première semaine, on va vous laisser dans l'école. D'ailleurs, ce qui est demandé, souvent même, c'est que les 2 enseignants, vous soyez avec l'enseignant de la classe, votre enseignant, au moins les 2 premiers jours. Okay. Voilà, alors après, ça peut être différent, mais c'est souvent comme ça. Donc, ça, c'est une modalité. L'autre modalité, c'est parfois une semaine en classe, une semaine à l'INSPE. Ça, dans certaines académies, ça peut s'organiser comme ça aussi. Donc voilà, c'est juste des organisations différentes, mais ça, vous allez être briefé tout de suite, rapidement briefé. Voilà. Ok. Donc, vous savez que vous allez rentrer en Master 2 MEF, les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc, comment ça s'articule? Comment est-ce qu'ils vont commencer? Comment ça va se passer pour eux? Leur pré-rentrée à l'INSPE. Leur pré-rentrée à l'INSPE, ils sont reçus par le directeur de l'INSPE, qui va bien sûr les accueillir, comme ils seraient accueillis d'ailleurs à l'université, par le président de l'université, pour revoir un petit peu les règles générales de fonctionnement. Et puis on va leur présenter leurs professeurs, parce que là, ils ont des professeurs disciplinaires, hein, ils ont des professeurs de maths, des professeurs de français, voilà. Et puis on va surtout leur expliquer donc les différents modules qu'ils vont avoir, hein, comme pour avoir un master. Et donc on va leur présenter 2 choses principalement. La première, les contenus de l'enseignement, les contenus qu'ils vont avoir. Alors il faut qu'ils comprennent quelque chose, c'est que il y a un tronc commun avec tous les enseignants, qu'ils soient des enseignants premier et second degré. D'accord. C'est important parce que aujourd'hui, ils vont être amenés, alors bien sûr particulièrement au cycle 3, ils vont être amenés à travailler avec des professeurs du second degré. Bien sûr. Et que les référentiels de compétences des professeurs est le même, en fait. Hein. Bon, donc, c'est aussi une volonté qu'à un moment donné, avoir un tronc commun. Alors, le tronc commun, qu'est-ce qu'ils vont avoir bien sûr, ils vont avoir des maths et du français. Ils vont avoir des maths et du français, simplement pas forcément en termes de contenu cette fois, mais en termes de pratique professionnelle. Hein. On va approfondir, ils vont avoir un approfondissement parce que en maths et en français, il faut toujours qu'ils aient de la hauteur par rapport à ce qu'ils enseignent, mais bien sûr, ils auront un côté beaucoup plus pratique professionnel. Ils vont à l'INSPE, ils vont préparer des séances, ils vont même avoir des travaux de groupe pour préparer des séances, des séquences, donc ça, ils vont l'avoir dans différents domaines. On va leur parler bien sûr de laïcité, de valeurs républicaines. Ça doit vous être familier. Voilà, on va leur parler de la mixité, on va leur parler sécurité, je m'étais fait la liste parce que voilà, les gestes professionnels liés aux situations d'apprentissage, les parcours des élèves, la différenciation pédagogique, on va leur parler de compétences transversales,
Bon, Et longue. la liste est longue, mais en fait, tout ce qu'ils ont un peu vu lorsqu'ils ont travaillé la connaissance du système éducatif, Ouais. ils vont revenir dessus. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pratique l'école inclusive? Ils vont l'approfondir. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont vu en cours, ils vont maintenant l'approfondir. Donc ça, ce sont les cours. Ils auront certainement des devoirs à faire, hein, mais qui seront des devoirs pratiques. Et donc, ça va être cette partie-là avec différents professeurs. Et puis, la deuxième chose, souvent, ils s'interrogent, et c'est sur le mémoire. Parce que, bien sûr, un master dit ils vont avoir un mémoire professionnel à faire. À écrire et à soutenir. À écrire et à soutenir. Alors, mémoire professionnel. Il y a le terme professionnel. Hein. Donc, ce mémoire, il va avoir un contenu disciplinaire, parce que c'est un mémoire qui cherche aussi à les mettre dans une situation de mémoire de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un mémoire de recherche? C'est un mémoire dans lequel on a une problématique, on émet des hypothèses, on met en place de l'expérimentation et on fait une analyse. Ça, c'est la démarche de tout mémoire professionnel que tous les étudiants doivent à un moment donné mettre en œuvre. Donc ça, c'est la base. Après, ils vont avoir donc un mémoire dans un contenu disciplinaire. Mais l'objectif de ce mémoire, c'est qu'ils sachent articuler des compétences disciplinaires et des compétences transversales. Allez-y. J'allais dire, ça aussi, ça doit être familier. Bien sûr, hein, c'est des choses. Mais là, il va vraiment falloir qu'ils l'articulent, notamment autour d'un projet. On leur demande aussi de mener un projet. Hein. Alors, il faut être clair, hein, c'est un mémoire qui part d'un projet de classe qu'ils mettent réellement dans leur classe. Oui. Puisqu'en fait, ça va être des va-et-vient dans l'approfondissement du contenu disciplinaire, l'observation de ce qui se passe chez les élèves, l'analyse réflexive qu'ils en ont, et comment, à un moment donné, quelle analyse ils en font dans leur mémoire. C'est ça, ce mémoire. Hein. Oui. C'est ce va-et-vient sans arrêt entre une discipline que j'approfondis, une expérimentation sur le terrain et la distance que je prends par rapport à l'analyse. Alors, pour qu'ils aient un petit peu... Alors, d'abord, il faut qu'ils se posent souvent la question qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place comme thématique. Alors, il y a un site qui s'appelle le site d'UMA, sur lequel ils ont énormément d'exemples, hein, de mémoire. L'idée n'est pas qu'ils aillent faire exactement le même, mais je pense que ça les aide quand même à avoir un peu une vision d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme sujet de mémoire? Ils peuvent avoir comment mettre en place des ateliers autonomes en cycle 3, comment mettre en place des ateliers de langage à l'école maternelle, comment mettre en place des situations problèmes avec des élèves de cycle 3 ou de cycle 2. Et vous voyez, quand je dis ça, si je dis comment mettre en place des situations problèmes en cycle 2 et en cycle 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais approfondir sur qu'est-ce que c'est qu'une situation problème. Je vais approfondir comment concrètement je mets les choses en place dans une classe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes élèves? Qu'est-ce que j'ai observé? Parce que c'est un mémoire professionnel. Qu'est-ce que j'ai observé? Comment les élèves ont-ils réagi? Qu'est-ce que j'ai mis en place en différenciation pédagogique? Ça doit leur parler aussi. Et donc, avec le recul, quelle analyse je fais de ma pratique? Qu'est-ce que moi, j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'aurais dû mettre en place? Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Et en fait, le terme qui est vraiment important pour eux toute l'année, c'est analyse réflexive. Analyse réflexive, c'est je n'ai pas tout fait bien. Voilà ce qui a fonctionné parce que j'ai observé chez les élèves. Voilà ce qui n'a pas fonctionné. Et là, objectivement et professionnellement, quand quelque chose ne fonctionne pas, je ne déprime pas. Je me dis pourquoi et qu'est-ce que je peux faire autrement pour améliorer les choses. Voilà ce qu'ils vont avoir à faire à l'INSEE. Alors, en plus des modules à avoir dans le tronc commun, des modules un petit peu plus particuliers, du mémoire, les EFS seront aussi suivis sur le terrain par, donc on l'a vu tout à l'heure, l'inspection, et par aussi l'INSPE, par le professeur. Tout à fait. Alors, ils ont 3 personnes qui vont les suivre. Alors, ils ont effectivement le professeur d'INSPE, qui va venir 1 à 2 fois dans l'année. Ce n'est pas celui qui ira les voir
Oui, hein. le plus souvent. Par contre, c'est celui qui sera chargé de faire un compte-rendu sur eux, sur leur attitude à l'INSPE. Quand je dis attitude, bah, c'est aussi bien l'assiduité, soyons clairs, que le travail dans lequel ils se sont engagés, leur conduite générale. Donc, D'accord. c'est lui qui va, à un moment donné, voilà, avoir un petit compte-rendu à faire et il ira les voir dans la classe une fois ou deux fois. D'accord. Hein. Ensuite, la personne qui va aussi beaucoup les suivre, c'est le maître formateur. Le maître formateur, il est aussi leur tuteur. Mhm. Alors, le maître formateur, c'est un enseignant qui est aux trois quarts dans la classe et qui a une journée et demie par semaine de libéré pour faire de la formation. Et qui va les rencontrer dans trois moments différents. Il va les rencontrer à l'INSPE parce qu'il va faire des cours avec eux sur les pratiques professionnelles, les gestes professionnels. Il va les accueillir dans sa classe, assez rapidement d'ailleurs. Il les accueille dans sa classe. Comme ça, il montre les gestes professionnels, et ça, c'est important. Et puis, il va les voir sur le terrain. Et il va les voir entre 3 et 4 fois dans l'année. Et là aussi, ça va dépendre des académies, du nombre de FS, etc. Et lui aussi, il va faire un compte-rendu sur leur progression. Vous voyez, c'est le terme qu'ils doivent entendre. Oui. Ce n'est pas sur la perfection, c'est sur leur progression. Et puis la troisième personne qui va les suivre, c'est le conseiller pédagogique, qui représente l'inspecteur. Et le conseiller pédagogique, c'est la même chose, Oui. À peu près 3 ou 4 fois dans l'année. Celui qui les voit le plus vite, c'est le maître formateur. Et ensuite, il y a le conseiller pédagogique. Okay. Alors, le conseiller pédagogique, bah, il est là pour voir leur progression, pour leur donner des documents, pour les aider. Et quelque part, c'est aussi lui qu'on appelle. On appelle soit le maître formateur, soit le conseiller pédagogique, le plus vite possible quand on a un ennui. Quand on a un souci. Hein, et le maître formateur, c'est le tuteur. Ça veut dire que vraiment, on est en interaction avec lui. Ils sont tous les trois en contact. Si tout se passe bien, tout va bien. Ils ne verront pas forcément l'inspecteur. Alors quand je dis ça, je fais attention parce que parfois il y a des inspecteurs qui peuvent le faire en fonction du nombre d'inspections qu'ils ont, qui vont voir systématiquement les enseignants, fonctionnaires, stagiaires. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et ils voient l'inspecteur à la fin, systématiquement par contre, s'il y a eu des soucis. Donc, on retient qu'il y a des comptes rendus, des bilans qui sont faits après chaque visite, finalement, d'une de ces personnes. Ce qu'il est important de dire, peut-être, c'est qu'il y aura à la fois ces comptes rendus, ce ne sont pas des évaluations, mais ces approbations, ces comptes rendus, finalement, qui seront retenus dans la titularisation, tout comme les notes à l'INSPE, tout comme la validation des modules. Tout à fait. Pour être titulaire, il faut qu'ils aient validé leur master. Okay. Donc valider leur master, c'est bien sûr l'avis du professeur et c'est la validation du mémoire, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui va être soutenu aussi. Et de l'autre côté, il faut qu'il soit validé par le jury académique. Donc, il faut qu'il y ait... Alors, ils ont différents comptes rendus. À chaque visite, le conseiller pédagogique, voire le maître formateur, leur laisse une trace. D'ailleurs, ils vont avoir un carnet de bord. Dans ce carnet de bord, il y aura marqué à chaque fois les compétences qui sont acquises ou qui progressent et sera noté aussi. Ça se fait avec les formateurs. Hein. Clairement, les compétences sur lesquelles ils doivent travailler. Okay. Les formateurs, parfois, laissent un compte-rendu d'aide. Mais il faut aussi un compte-rendu de visite officielle qui se trouve dans le dossier de validation de l'enseignant formateur stagiaire. On appelle ça un portfolio aussi. Portfolio, voilà. Et donc, alors, il y a des bilans intermédiaires. Oui. Alors, le bilan intermédiaire, dans pratiquement tous les académies, il y a des bilans intermédiaires. Donc, il y en a à peu près décembre, il y en a un fin février, et puis il y en a un final. Dans ce bilan, c'est souvent là l'inspecteur qui a réuni les trois formateurs pour avoir l'avis des trois formateurs et qui a aussi l'ensemble des écrits. Là, en fonction des académies, soit l'enseignant formateur stagiaire va à un moment donné être convoqué à ce bilan
Et là, l'inspecteur lui dit, bah voilà, tout va bien, et vous savez que vous devez améliorer ça, ou attention, là, il y a vraiment des choses qu'il va falloir vraiment revoir. Soit parfois, il va être informé voilà, d'un premier bilan intermédiaire. Et bien sûr, ce qu'on attend de lui, c'est qu'à chaque bilan, on ait noté une progression. Et oui. Et il faut aussi savoir qu'on ne va pas avoir les mêmes exigences pour eux dans le premier bilan que dans le dernier bilan. Dans le premier bilan, s'ils tiennent la classe, s'ils font des séances d'apprentissage, s'ils ont montré une véritable écoute, une véritable volonté de prendre en compte les conseils, ce sera déjà bien. C'est sûr qu'à la fin, on attendra d'eux une mise en place de la différenciation pédagogique et l'analyse des évaluations. Et ça, c'est normal, puisqu'à la fin, c'est quand même des enseignants titulaires. Voilà comment les choses vont se passer. D'accord. Alors, encore une fois, je parle d'expérience parce que je sais qu'on a été pas mal sollicité en décembre et puis sur cette fin d'année, notamment avec le Covid. Les EFS qui sont suivis par des coachs, la fabrique du prof, les coachs peuvent avoir ce rôle-là de conseil pour préparer les visites, pour vous rassurer, pour répondre à vos dernières questions, si vous avez encore certaines problématiques qui subsistent avant la visite du PEMF, du conseiller pédagogue, peu importe, le coach, la fabrique du prof peut vous aider. Donc pensez-y aux besoins, ça peut être assez utile et rassurant. Surtout. Je confirme. Je confirme. Ça peut être stressant des fois. Alors, Pascal, j'aimerais maintenant qu'on s'attarde un petit peu sur la particularité de cette rentrée 2020. Grosso modo, on a vu comment ça allait se passer à l'école au sein de l'inspection académique, on a vu comment ça allait se passer au sein de l'INSPE. Ça, c'est du connu, j'ai envie de vous dire. Par contre, cette année, cette rentrée 2020 va être marquée quand même par une suite tout à fait exceptionnelle, par des mesures exceptionnelles. Je pense à l'oral de titularisation en plus des mesures de sécurité sanitaire. Est-ce que vous pouvez essayer de nous en parler un petit peu ? Alors, moi, je suis toujours en contact avec mes collègues inspecteurs qui sont sur le terrain. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de consigne précise sur cet entretien professionnel de fin d'année qui devrait un peu compenser le fait qu'ils n'ont pas eu les oraux cette année. Oui. Bon, de toute façon, d'après ce que je peux percevoir, ça veut certainement dire que l'inspecteur viendra à la fin de l'année les rencontrer pour avoir un moment d'échange avec eux. Okay. Ce ne sera pas un oral comme ils auraient eu sur des contenus de connaissance du système éducatif. Je pense que ce sera un oral plus pour faire un peu un bilan de cette année. Comment ils ont vécu les choses, comment ils ont progressé, qu'est-ce qu'ils ont appris, ce sera vraiment un entretien professionnel. Ouais. Et un entretien professionnel, c'est être clair avec ses compétences, les compétences que l'on a acquises, être clair sur les compétences sur lesquelles on doit progresser, donc avoir une réalité sur sa propre évolution professionnelle. Et je pense que, il me semble que Fort-Prof a préparé aussi des choses par rapport à des stages éventuels qui peuvent les préparer là-dessus. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais on va les rassurer, franchement. Si ça s'est bien passé, s'ils ont progressé régulièrement, on ne va pas se priver d'un enseignant qui tient la route. Soyez clairs. Un inspecteur, d'abord, n'a aucune raison d'être désagréable. Franchement, je vous le confirme. Et la deuxième chose, c'est que ce sera peut-être un entretien dans lequel ils auront plaisir eux-mêmes à faire un bilan de cette année, mais ça ne sera pas un entretien coup près. C'est pas du tout l'intention. C'est pas le but. D'accord. Et en ce qui concerne les mesures sanitaires, vous êtes plusieurs effectivement à nous en parler aussi. Pour l'instant, encore une fois, on n'a pas d'instruction, rien. Non, on ne sait pas. Vous entendez les actualités comme moi, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on ne sait pas si ça va se durcir ou pas. Ils auront des informations. Il faut qu'ils prennent beaucoup de distance. C'est pas les médias, c'est pas le Parisien qui va leur donner les consignes. C'est l'inspecteur. Ouais. Et donc, ils auront des consignes claires avec le directeur qui est responsable de la sécurité. Donc, ils doivent, suivre les instructions qui seront données via le directeur. Ouais. Voilà. Et puis, être quand même, quoi qu'il se passe, dans une ambiance, on prend de la distance,
on pense aux élèves et on fait tout pour que tout soit fait dans un aspect un peu ludique et non stressant pour tout le monde. Alors, un dernier petit conseil, vous êtes quelques-uns aussi à nous avoir sollicité sur votre organisation, comment dire, sur l'année à venir. Comment est-ce que je vais m'organiser? Quel temps je vais devoir passer afin de préparer ma classe suffisamment, mais pas trop. Puis j'ai l'INSPE à côté. Donc c'est sûr qu'un enseignant qui travaille trop, qui est trop perfectionniste, c'est pas bon, et un enseignant qui travaille pas suffisamment, c'est pas bon non plus. Alors quel est le juste milieu? Alors, d'abord, il faut que du côté de l'INSPE, le mémoire, il se fait sur l'année, on ne panique pas. D'accord? Ça se fait tranquillement sur l'année, il y a un directeur de recherche, c'est pas non plus dramatique. Bon. Ils auront des devoirs à l'INSPE, c'est souvent des travaux de groupe. Et c'est souvent d'ailleurs des préparations de classe qu'ils mettent en œuvre pour faire le retour au niveau de l'INSPE. Donc ça fait partie de leur préparation de classe. Avant de parler de ce timing qui est très important, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la classe concrètement? Alors, on va en parler. Ils doivent tenir le cahier journal, je vais en dire 2 mots. Ils doivent avoir au moins 2 fiches de préparation par jour. C'est les fiches des séances d'apprentissage, pas les séances de réinvestissement, les exercices, les séances d'apprentissage. Voilà, c'est ça qu'ils doivent avoir, les 2 fiches de préparation par jour et le cahier journal. Alors, le cahier journal, qu'est-ce que c'est? C'est un document officiel. Et les progressions, pardon, j'ai oublié ça. Et les progressions. Alors, je parle du cahier journal. Le cahier journal, c'est un document officiel. Dans ce cahier journal, il y a l'objectif d'apprentissage, la modalité de travail, voire les exercices qu'on donne. Ce n'est pas uniquement le document pour l'inspecteur. C'est le document qui permet, quand je regarde, de réguler. Vous n'aurez jamais fait le jour même ce que vous aviez prévu. C'est clair, c'est pas possible, ça ne passe pas comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'on va reporter. Mais qu'en même temps, ce n'est pas toujours la séance de PS ou la séance de musique qui va sauter. Oui. Donc, c'est un cahier qui doit vous aider à vous organiser. Il y a 2 possibilités. Comme c'est un document officiel, soit on met des je reporte, je reporte, je reporte, soit on laisse un espace pour voir vraiment ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, soit ce que moi je conseille, c'est d'avoir son propre cahier journal un peu brouillon, sur lequel on a prévu des choses. Et puis on s'est écrit qu'il ne fallait pas oublier que Prosper, il ait ses lunettes pour aller en récréation, qu'on a fait ses groupes, etc. Et le soir, tous les soirs avant de quitter la classe, on remplit son cahier journal pour voir ce qu'on a vraiment fait. Voilà. Donc ça, c'est le cahier journal. Deuxième chose, les fiches de préparation. Alors, moi, je conseille une chose. On démarre, on n'est pas encore au clair avec des démarches d'apprentissage. On a besoin d'outils professionnels. Il ne viendrait pas à l'idée à un cuisinier de commencer sans avoir des recettes et de le faire comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, il y a le livre du maître. C'est la première chose que les enseignants doivent se fournir. Il y a la fabrique Fort Prof. Dans la fabrique Fort Prof, progression, programmation, fiche de préparation. Allez vous équiper. Si vous voulez gagner du temps, équipez-vous de ce matériel. C'est indispensable. Ça ne veut pas dire que vous allez recopier texto la fiche de préparation, parce que la fiche de préparation, il faut l'anticiper, même fermer les yeux, la théâtraliser pour se voir dans la classe et un peu anticiper tout ce qui va se passer. Mais on ne réinvente pas les choses. Donc il faut ce matériel. Et puis la troisième chose, c'est les progressions. Les progressions, on attend de vous des progressions à l'année. Vous n'en êtes pas capable en début. Donc au départ, on fait des progressions pour, allez, jusqu'aux vacances d'automne. Et on attendra les vacances d'automne pour avoir un peu senti sa classe et faire ses progressions jusqu'à l'année. Et là, c'est pareil. On va chercher du matériel qui existe. On ne refait pas les choses. Timing. Oui, il y a du travail. Et donc, moi, je suis d'accord avec vous, Jeanne. Ça ne sert à rien de s'épuiser, de se coucher tous les jours à 2h du matin. C'est inefficace, ça va vous énerver, vous allez perdre le contrôle des choses, vous allez avoir des difficultés dans votre propre famille. Je pense qu'il est important de plutôt se donner un temps le week-end, où on prévoit la semaine. De toute façon, rassurez-vous, vous allez prévoir la semaine, vous en aurez pour 15 jours. Donc, soyez clairs. Mais donc, plutôt un temps où on se plonge dedans, avec son matériel. Moi, je dis 3 heures, mais ça dépend bien sûr des personnes. Il vaut mieux se bloquer un temps ce week-end et se dire que il faut compter quand même 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour. Ça, oui. Alors, c'est important de s'organiser. Soit c'est le midi,
et on commence à préparer des choses, en tout cas faire des corrections. Soit c'est de se dire, ben voilà, à quel moment entre le bain des enfants et le devoir des enfants, je me cale cette heure de préparation. Bien. Il faut s'organiser. Et puis les vacances scolaires, c'est là où vous allez vraiment préparer le plus de choses. Il faut vivre en tant qu'enseignant. Il faut se cultiver. Il faut faire du sport. Parce que si on ne se préserve pas, on ne peut pas mettre une ambiance de classe sereine quand soi-même on est comme ça. Donc il faut vraiment avoir son emploi du temps personnel, à quel moment je prépare ma classe. Et je répète, je ne le dirai jamais assez, il faut, là, dès que vous avez votre niveau de classe, première chose, procurez-vous vos outils professionnels. Oui. Ça va énormément vous aider, ça va vous permettre de ne pas paniquer, ça ne vous empêchera pas de faire des fiches de préparation, mais au moins, vous aurez quelque chose de solide. Tout le matériel à disposition a été élaboré par des inspecteurs, des conseillers pédagogiques. Alors, c'est pareil, vous arrivez dans une classe, ben le manuel qu'il a, c'est peut-être pas celui que vous auriez choisi, mais c'est quand même un manuel qui a un livre du maître, et c'est quand même quelque chose qui a été pensé. Alors, on ne refait pas le monde, on utilise d'abord ce qui existe. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Voilà. Super. Alors, en gros, si je dois rebondir sur ce que vous venez de dire, pendant les vacances, vous allez aussi vous faire un petit peu plaisir. Vous allez vous créer un petit stock d'albums de littérature de jeunesse. En fonction de votre niveau de classe, vous avez envie de travailler tel manuel ou tel album de littérature de jeunesse, adapté, comment dire, qui respecte forcément les programmes, et on est bien d'accord. Mais faites-vous plaisir, allez chercher des petits textes, de la poésie, des comptines, etc. Faites-vous plaisir à préparer votre rentrée, votre année. Vous pouvez aussi consulter, c'est un très bon conseil que vous avez donné, une revue EPS afin d'avoir un petit peu des idées de jeux collectifs, par exemple, à organiser. Et vous pouvez aussi prévoir une ou deux séances d'art visuel. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors, je pense que, en tout cas, écoutez, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais enseignante. Ouais. Je trouve qu'on n'accueille pas des enfants dans des classes avec des murs blancs, ou alors couverts de tableaux de conjugaison qui datent d'il y a 10 ans. Ou des tables de multiplication. Ou des tables de multiplication, voilà. Je pense que moi, je fais partie des gens qui respectent beaucoup l'univers des enfants. Et je pense que quand des enfants sont dans un univers très agréable, ils travaillent mieux. Donc, la première chose, je ne sais pas vous, hein, mais moi, pour me sentir bien dans un endroit, il faut que j'y mette un peu ma patte. Et donc, une séance de dessin, d'art visuel, avec l'objectif de décorer la classe, c'est un signe vis-à-vis des enfants que vous êtes tourné vers eux. Ça permet que les enfants rentrent très vite dans les 2 jours qui viennent en disant « Ah ouais, j'ai fait ça, et c'est joli. » Donc oui, c'est très important. Alors, que ce soit un travail vous n'allez peut-être pas vous lancer tout de suite dans la peinture, faisons des choses simples, mais il y a aujourd'hui des tas de livres qui vous proposeront du dessin, des choses faciles à faire, à la manière d'eux, etc. Ça rend tout de suite très bien. C'est un moment de plaisir. C'est un moment aussi où les enfants sont au calme, parce que la première journée de rentrée, ils ont besoin aussi d'être un petit peu au calme. Je sais bien qu'on prépare les cahiers, mais enfin, on va pas préparer les cahiers toute la journée, on a toute la semaine pour les préparer. Ouais. Donc, un moment de dessin, c'est un moment où ils vont mettre un peu d'eux-mêmes. Oui, moi, je pense que c'est très important. Très, très important. Et très agréable. Et très agréable. Bon. Alors, je vais faire un petit bilan en une phrase finalement. Si vous voulez savoir si tout se passe bien dans votre classe, demandez-vous si vous êtes heureux d'aller à l'école, si vous êtes heureux en classe, et surtout si vos élèves sont heureux de venir aussi vous retrouver chaque jour. Et si vous arrivez à répondre oui, c'est que là en fait je pense que vous avez quasiment tout réussi. Je pense qu'effectivement, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Vous savez, les enfants sont très sensibles. Et moi, j'avais mon fils, quand il était à l'école, il rentrait parfois, il me disait « Tu sais, maman, le maître m'a même pas dit bonjour aujourd'hui. » Et je pense que... et ce maître était par ailleurs certainement très bien, simplement il était tellement centré sur ses propres problématiques. Est-ce que je tiens bien la classe? Est-ce que j'ai bien fait la séance? Qu'il en avait oublié voilà, ce côté avenant. Et c'est le travail de fond que vous allez devoir faire cette année. Prendre de la distance avec votre
propres préoccupations. Tout se passera bien si vous êtes tourné vers les élèves. Voilà, ça c'est important. Alors, je ne sais pas si c'est le moment peut-être qu'on voit qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Voilà, hein, le jour de la rentrée. Si vous êtes en maternelle, c'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, Jade, vous allez alterner des séances où vous allez faire découvrir les coins jeux de la classe, et pas forcément tous en même temps, avec des chansons, avec des histoires que vous allez raconter, avec peut-être des jeux sonores, de la phonologie. C'est important que vous soyez informés de ce que les élèves ont fait l'année précédente. Parce que ce qui est important la première journée de classe, c'est aussi de valoriser ce qu'ils ont appris. S'ils ont fait la méthode des alphas, qui est une méthode phonologique, et bien vous allez tout de suite revaloriser les personnages qu'ils ont rencontrés. Donc ça, c'est important. En CP, en CP, première chose quand même, ce petit moment, qu'est-ce que vous allez faire cette année? Moi, je crois que des CP, on les accueille avec une histoire. On raconte une histoire. Et on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire cette année. Ils vont apprendre à lire. C'est incroyable. À la fin de l'année, vous allez lire. Comment? Donc ça, c'est quand même la première chose. Et qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? Et s'il y a des jeux qu'ils ont pratiqués l'année dernière, refaites-le. Quel plaisir pour les enfants de refaire des choses qu'ils avaient fait. Ils vous montrent qu'ils ont grand, ils vous montrent qu'ils savent des choses. Avec les plus grands, passez à l'écrit, demandez-leur qu'est-ce qu'ils attendent cette année, quelles sont leurs méthodes préférées, leurs matières préférées, est-ce qu'il y a des choses qui les inquiètent, aussi. Qu'est-ce qui les inquiète? Voilà, faites à un moment donné, faites-les parler aussi. Alors, vous allez bien sûr très rapidement mettre les règles de vie. Allez, les règles de vie, soyez un peu imaginatifs, allez voir sur les sites, il y a plein de propositions différentes pour mettre les règles de vie. Voilà, de manière à d'abord reprendre des règles qu'ils avaient l'année dernière pour ne pas tout changer, être dans des règles positives, c'est pas, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, mais plutôt j'ai le droit de, et ensuite je fais attention à, ce qui n'est pas du tout la même façon de rédiger les choses. Et puis je répète, renseignez-vous sur ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc voilà, c'est la première journée de classe. Vous allez d'abord mettre l'ambiance dans tout ce qu'on vient de dire. Alors, vous allez être aussi très vite informé que sur Eduscol a été mis en place des tests d'évaluation qui vont être passés dans toutes les classes puisque le ministère s'inquiète, avec les enseignants d'ailleurs, des pertes significatives pour des élèves qui ne sont pas retournés en classe depuis le mois de mars. Bon. Donc vous allez avoir des consignes là-dessus et vous allez avoir des tests à faire parce que bien sûr, il va falloir mettre en place très très rapidement une différenciation pédagogique et vous serez aidé parce qu'il y a des outils de remédiation. Donc oui, vous allez le faire, vous allez avoir toute clé en main, donc, et vous allez avoir des consignes là-dessus. Là, c'est pareil, vous n'allez pas faire tout la première journée. Ouais. Vous allez l'étaler et puis vous allez le faire vous allez expliquer aux enfants. N'oubliez pas, alors, expliquez aux enfants ce que vous faites et mettez pas 3 heures pour expliquer. Oui. Voilà. On n'explique pas pendant plus de 10 minutes, parce qu'au bout de 10 minutes, vous les perdez. Donc c'est 10 minutes, je fais passer des choses que j'ai envie de dire. 10 minutes, ils travaillent, ils font des choses, ils écrivent, ils lisent, ils dessinent, ils chantent. 10 minutes, je prends un temps d'échange avec eux. 10 minutes, il faut vraiment que vous ayez ce rythme. Ouais. Voilà. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, il faut vraiment que vous demandiez de l'aide. C'est tout à fait légitime puisque vous êtes en train de changer de vie. Vous intégrez des mondes qui vous sont souvent inconnus, le monde de l'éducation nationale, le monde de la classe, le monde des élèves. Donc c'est normal que vous vous remettiez en question, que vous posiez des questions, que vous stressiez. Et il est surtout important que vous vous prépariez. Donc, vous avez compris que la fabrique du prof peut vous apporter ces aides. Vous avez le coaching. Si vous avez un besoin beaucoup plus ponctuel sur une problématique à un moment, à un temps donné, vous avez la hotline pédagogique où on vous met en relation avec un expert de votre niveau de classe, bien entendu, afin de vous aider à trouver des solutions. Là, ce mois d'août, si vous connaissez déjà votre niveau de classe et que vous souhaitez prendre de l'avance, vous avez les séquences pédagogiques, donc des séquences qui sont préparées
testés, qui ont été testés par des professeurs des écoles, des PEMF, etc. Donc qui ont été comment dire, testés, puis adaptés, etc. Donc forcément, vous aurez besoin de vous les approprier. Vous ne pourrez pas la calquer telle qu'elle, parce que vous allez avoir des particularités stagiaires. Vous allez vouloir aussi peut-être la modifier un petit peu, vous l'approprier, mettre votre touche. Mais déjà, comme on disait, on ne réinvente pas tout. Si on peut se servir de choses qui existent déjà et gagner un petit peu de temps, autant le faire. Donc, allez piocher les séquences dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir à la carte, abonnement mensuel, abonnement annuel. Bien entendu, pour aller piocher tout ce que vous souhaitez. Si vous êtes sur un niveau de classe, deux niveaux de classe, qui peut être assez laborieux aussi en termes d'organisation. Et puis, effectivement, on a proposé, ou on propose du moins, des entraînements, du moins un entraînement sur ce fameux oral de titularisation. Donc, entraînement que vous pourrez réaliser n'importe quand dans l'année avec un professeur expert qui pourra vous conseiller, surtout vous écouter, vous mettre en situation quand on en saura un petit peu plus, bien évidemment. D'ailleurs, dans le coaching aussi, avec votre coach, vous parlerez de cet oral de titularisation parce que c'est quelque chose qui vous inquiète, donc c'est normal qu'on s'adapte et qu'on vous le propose. Et puis, ce qui sera important aussi, encore une fois sur le site de la Fabrique, c'est d'aller voir les conseils, les actus, etc. Les conseils sur la rentrée, les dernières infos de l'éducation nationale. On va publier là les derniers programmes parce qu'en plus il y a eu une petite réactualisation cet été, histoire d'en remettre une petite couche avant la première rentrée. Voilà, ça c'était la cerise sur le gâteau, ça, oui. J'ai cru comprendre. J'ai vu les échanges des enseignants, je me suis dit bon. Donc, allez regarder un petit peu les différentes nouveautés dans les programmes. Voilà, tout plein de petites choses que vous trouverez dans les conseils, dans les kits sur le blog de la Fabrique du Prof. Donc, j'ai parlé des séquences, j'ai parlé effectivement de l'oral de la préparation à l'oral de titularisation. En ce moment même, on a des EFS qui sont en train de suivre le stage de la Fabrique du Prof, le stage intensif. Donc, durant toute une semaine, ils sont accompagnés pour découvrir plus en détail tout ce qui leur incombera l'année prochaine. Donc, ils ont une semaine assez rude, mais c'est pour leur bien. La prochaine session sera le 17 août, donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça peut vous intéresser. Et puis, dernière petite chose, au moins vous saurez tout, on organisera aussi durant l'année, les premières seront les 24 et 26 août, des animations pédagogiques. Donc pendant 2 heures sur des thématiques données, comme l'organisation des coins jeux, on en a parlé tout à l'heure en maternelle et ou en élémentaire, un professeur viendra partager son expérience et vous donner ses meilleurs conseils. Donc tout plein de choses pour vous aider. Ne restez pas avec vos interrogations, allez vous renseigner sur la Fabrique. Il y aura également un forum qui sera lancé dès le mois de septembre, donc ne restez pas dans votre coin. Vous avez votre équipe pédagogique, vous avez votre binôme et vous avez aussi en gros la communauté Fort Prof qui se poursuit. Vous allez avoir les animations pédagogiques, si vous avez un besoin en séquence, allez les chercher, ne passez pas du temps qui vous sera précieux à inventer des choses qui existent déjà. Et ne vous éparpillez pas. Aussi, c'est vrai. Ne vous éparpillez pas, parce que moi j'ai souvent été confrontée à effectivement des enseignants fonctionnaires stagiaires qui passent leur temps à aller sur un site, et au bout d'un moment, les heures passent. Et non, il faut à un moment donné cibler vos outils professionnels et vous y tenir et ne pas vous éparpiller. Ça, c'est important. D'ailleurs, dernière chose, sur le site de la Fabrique du Prof, nous avons mis sur la page d'accueil une petite image pour télécharger votre kit de la rentrée scolaire
2020-2021. Ce kit de la rentrée, il est disponible aussi dans des conseils et kits dans le menu du haut de la fabrique. Vous y trouverez le nouveau calendrier scolaire. Et puis, on a parlé tout à l'heure du harcèlement, de l'autorité parentale, etc. Tout plein de données, d'informations dont vous aurez besoin pour préparer la rentrée et aussi pour toute l'année. Donc, allez-y. Je crois que voilà. On a fait le tour, hein. Ah oui, je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'ai envie de leur dire une dernière chose. Mais oui. Vous ne serez pas les enseignants que vous avez eus. Vous êtes les nouveaux enseignants. Et c'est pour ça aussi que c'est important que vous ayez ces outils professionnels. Parce que cette année a été écourtée. Et l'année de préparation du concours, c'est parfois aussi une année où on vous fait évoluer aussi dans cette perception de l'enseignement aujourd'hui. Ça a été un petit peu écourté cette année. Ouais. Donc, je pense qu'il faut que vous vous méfiez de ça. Vous n'allez pas être la maîtresse ou le maître que vous avez eu. Alors peut-être que vous avez eu d'excellents enseignants, j'en suis persuadée, mais les exigences sont différentes aujourd'hui. Et on attend de vous une autre posture, une autre façon d'enseigner. Et ça, c'est pas du tout évident. Il faut l'apprendre. Et pour l'apprendre, au départ, il faut avoir l'humilité de se dire que vous avez besoin d'être accompagné. Voilà. Après, je ne doute pas que tout va bien se passer. Il faut aussi que vous sachiez que quand même, on parlait de la titularisation tout à l'heure, on n'a pas évoqué ce qui se passait quand on n'était pas titulaire parce qu'on ne va pas l'envisager. C'est rare, il faut être clair aussi, c'est rare, ça va vous rassurer. C'est très rare qu'on titule. Évidemment, je dirais que les gens qui ne sont pas titulaires aujourd'hui sont vraiment des gens qui l'ont un peu cherché. C'est-à-dire il y a un manque de travail, un manque d'humilité, un manque d'écoute. Le fait qu'à un moment donné, il y a aussi des gens qui ont du mal à accepter les conseils qu'on leur donne. C'est une qualité qu'on attend de vous, être capable d'écouter. C'est très frustrant. Vous avez préparé une séance, vous l'avez fait du mieux possible, puis il y a un conseiller pédagogique qui arrive là et qui vous dit ça va pas. Et alors là, il y a deux attitudes. Soit c'est non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il me veut, et voilà, vous vous braquez, et c'est pas la bonne solution. Soit c'est de se dire finalement, je vais essayer de faire autrement. Et c'est vraiment cette attitude qu'on attend de vous. Et quand on a cette attitude, on commet des erreurs. Vous en commettrez encore pendant de nombreuses années. Et c'est pas grave. Et parce que c'est comme ça que vous apprendrez votre métier. Voilà. Moi, je vais surtout vous souhaiter de bonnes vacances. Profitez-en. Allez vous inscrire à la médiathèque ou à la bibliothèque du coin. C'est le premier geste professionnel aussi, d'abord parce que vous aurez plus d'albums, etc. Faites-vous votre stock. Puis allez, préparez-vous, vous allez être maître ou maîtresse à la rentrée. Quel bonheur, et que vous aurez de très belles carrières et en tout cas d'excellents moments professionnels. Je vous le souhaite en tout cas. On en est certain. Alors, je vois qu'il y a quand même quelques petites questions. Donc, on va essayer d'en sélectionner quelques-unes. Donc, la première, je vois, on a des petites Z quand même qui sont le rôle du coach. Sur le côté. Alors, le rôle du coach dans la fabrique du prof. J'en parle ? Vous pouvez. Enfin, moi, je peux dire, parce que j'ai été coach. Bien sûr, c'est pour ça que je vous laisse la parole. Donc, je peux dire. Le rôle du coach, il y a plusieurs rôles en fait. Le premier, c'est de vous écouter. C'est d'écouter la perception que vous avez de la classe pour essayer de voir un petit peu comment vous percevez la classe. C'est d'écouter vos réussites et de vous les mettre en valeur, et d'écouter bien sûr vos difficultés et de vous aider à y remédier, à trouver les outils qui vous manquent, à vous faire réfléchir, à vous faire acquérir cette analyse réflexive dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc le coach, il est là pour vous rassurer, il est là pour vous accompagner, il est là pour vous aider. Parfois, il vous envoie des documents supplémentaires. Alors, soyons clairs quand même, ce n'est pas lui qui fait les fiches de préparation. C'est vous qui les faites. Mais par contre, il les lit, il les regarde, il vous indique ce qui va, ce qui ne va pas. Il vous accompagne. Ce n'est pas lui qui fait le travail, c'est vous. Mais par contre, il est en direct, en direct au téléphone ou le soir souvent. Ça vous permet d'avoir quelqu'un avec qui vous parlez de votre pratique. Vous posez les questions, vous dites j'ai fait ça, voilà ce qui s'est passé. Il vous aide à voir votre classe et à prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et puis quand ça pleure, il vous console. Voilà. C'est normal aussi. C'est normal.
Quelle différence entre un DU et un M2? Là. Un diplôme universitaire et un M2. Et alors, je dirais que le master 2 là, que vous allez passer, si je ne suis pas sûre d'avoir la bonne réponse là, mais ce que moi je sais, c'est que là, vous passez un master professionnel. Ouais. Donc, le master professionnel, c'est vraiment le va-et-vient entre une pratique professionnelle et des contenus. Voilà, je dirais que c'est ça, la principale différence, c'est que là, vous êtes dans un master professionnel. Et donc, votre pratique professionnelle et votre analyse professionnelle sont à 80% de ce master. Oui. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Moi aussi. Voilà. Oui, oui. Il y a toute cette partie terrain qui sera évaluée également. L'année après concours, qui sont réellement nos tuteurs, les conseillers pédagogiques, les PEMF, un peu tout le monde, je crois. Oui, alors il y a un tuteur officiel qui est. Alors, je vais être prudente parce que je vous l'ai dit, il y a des académies, ça peut être un petit peu différent. Mais généralement, c'est le maître formateur. Hein. Alors, dans la pratique, c'est vrai que tout le monde, le conseiller pédagogique, il est tuteur. Si dans le terme tuteur, on met conseil, accompagnement, responsabilité, ils sont tous, bien évidemment. Le tuteur officiel qui est le maître formateur, c'est parce que d'abord, c'est lui qui vous reçoit dans sa classe, c'est la première référence pratique que vous avez. Mais je dirais que voilà, Ouais. dans la réalité, le conseiller pédagogique est quand même voilà, quelqu'un de très proche de vous. Ce qui se passe, c'est que le conseiller pédagogique, il peut avoir jusqu'à 7, 8 ou 9 enseignants, formateurs, stagiaires à suivre. Le maître formateur en a moins, donc il est un petit peu plus disponible. Mais en contrepartie, il a sa classe. Donc voilà. Les EFS qui ont déjà un Master 2, doivent-ils le repasser? Non. Il y a certains modules quand même qui sont obligatoires. En fait, il y aura peut-être, oui, effectivement, les modules peut-être de tronc commun pour revoir des choses. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des modules à revoir ou à être en formation, mais ils ne vont pas repasser un master. Non. Et parfois aussi, je sais, pour l'avoir vécu, que le mémoire, que vous pouvez être dispensé de mémoire. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner si vous êtes dans ce cas-là, c'est de contacter directement l'INSPE pour leur poser la question, pour faire valoir votre diplôme de master et pour leur dire voilà, maintenant moi je me retrouve dans telle situation, est-ce que tous les modules sont obligatoires, est-ce que le mémoire est obligatoire aussi, comment est-ce que je fais? C'est ce que mon stagiaire avait fait l'année dernière et effectivement il avait été dispensé de mémoire. Mais mieux vaut contacter votre... Regardez surtout sur les sites de l'INSPE, parce que actuellement, vous allez sur le site de l'INSPE dont vous allez dépendre et vous allez avoir à peu près toutes les informations. C'est-à-dire que vous allez avoir tout le cadre de vos enseignants, l'organisation et toutes ces questions, généralement, vous aurez la réponse sur les sites. Donc, allez voir le site de l'INSPE duquel vous dépendez. Rentrer à l'INSPE, quelle date? Généralement, c'est pareil, ça peut dépendre des académies, mais généralement, la première semaine est en classe et vous rentrez à l'INSPE la deuxième semaine. D'accord. Donc plutôt début septembre. C'est ça. Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que oui, vers le 10-12 septembre, hein, je pense que c'est comme ça. Voilà. Les EFS dispensés de diplôme doivent-ils rendre un mémoire? Alors justement, on vient de répondre à cette question. Effectivement, contacter l'INSPE, ça sera le mieux. Parce que c'est vrai que si vous avez déjà le master, il n'est pas forcément obligatoire de présenter un mémoire. Mais mieux vaut vous en assurer et, comme je dis toujours, avoir une trace écrite. Oui, ça c'est bien aussi. Je suis d'accord. Inquiétude sur le protocole sanitaire. Écoutez, oui, alors on voit qu'il y a un petit souci de connexion. On va juste peut-être s'assurer que tout fonctionne encore. On pense que oui. Bon, bah super. Alors, bon,
inquiétude sur le protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, il va vous être donné. Vous allez savoir exactement, puisqu'en fait, la question qui va se poser, est-ce que vous allez rester sur le protocole qui avait été mis en place au moment où ça s'était durci, c'est-à-dire avec des moitiés de classe? Est-ce que vous allez être en classe entière? Est-ce que vous allez devoir porter le masque? Je veux dire, aujourd'hui, réellement, il est difficile de répondre à cette question parce que les consignes ne sont pas tombées. Elles ne sont pas tombées parce que vous entendez comme nous. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Alors, est-ce que, derrière votre question, est-ce que vous allez être en danger? Je ne pense pas que Jade, plus que moi, nous pouvons répondre à cette question. Nous ne sommes pas médecins. Tout ce qu'on peut vous dire, tout ce que je peux vous dire, des informations que j'ai eues, parce que c'est une question que j'ai posée, par rapport aux personnes que je connais, il y a eu vraiment très peu d'enseignants contaminés dans la classe. Il y a eu des gens qui ont été contaminés à l'extérieur. Je parle des contaminations après qu'il y avait eu, effectivement, il y a eu des contaminations avant qu'on prenne conscience de la gravité du Covid. Mais une fois qu'il y a eu des précautions de prise et des protocoles de mis en place, il y a eu très peu de contaminations. Et les contaminations, on ne peut jamais savoir si elles ont eu lieu en classe ou si elles ont eu lieu à l'extérieur. Tout à fait. Ce qui peut vous rassurer quand même, c'est que franchement, ça va être très cadré. Ça va être très surveillé. Parce que si vous, en tant qu'enseignant, vous êtes inquiet, ce que je respecte totalement, dites bien que les parents le sont. Et que par conséquent, aujourd'hui, le ministère va avoir la charge à la fois de mettre à l'école les élèves, parce que là, on est quand même dans une situation urgente par rapport à ça, et en même temps de protéger tout le monde. Si on regarde les enseignants qui ont accueilli les enfants de soignants, à ma connaissance, je répète, extrêmement peu, voire pas, ont été contaminés. Donc ça doit quand même vous rassurer. Après, écoutez, je crois qu'on est tous dans le même bateau, hein. Il faut attendre l'évolution des choses. Et les instructions officielles. Et les instructions qui vont vous être données. Ouais. Vous risquez peut-être de porter un masque toute la journée, mais bon, on fera comme les infirmières qui font ça depuis très longtemps. Voilà. Une autre question. Ah, où se trouve le livre du maître? Ah, le livre du maître. Alors, le livre du maître, en fait, quand vous arrivez dans une classe, vous regardez quel est le manuel de français ou les manuels de mathématiques qui est dans la classe. Et à ce moment-là, soit vous vous renseignez dans l'école s'il y a la bibliothèque pour savoir si l'école a acheté le livre du maître qui va avec le manuel que vous avez en classe. Soit il faut l'acheter, soyons clairs. Après, vous avez aussi des bibliothèques pédagogiques. Hein. Il est très important aussi que vous soyez en contact avec des bibliothèques pédagogiques. Et dans toutes les académies, vous avez des bibliothèques pédagogiques. Et ces bibliothèques pédagogiques, soit elles peuvent vous prêter des livres du maître. Ça se fait d'ailleurs parfois par correspondance. Il y a des bibliothèques pédagogiques qui font des échanges. Donc, vous avez les moyens de vous le fournir. Et puis, à la dernière... Alors, oui, il y a peut-être parfois une petite somme d'argent réservée, c'est pas non plus énorme, mais avoir le livre du maître, du manuel de mathématiques et de français, c'est quand même la base. Voilà, je ne peux pas vous en dire autrement. Comment se positionner vis-à-vis de l'ATSEM? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hein. Ah, oui. Alors, bon, dans la règle, vous savez, le maître à bord, c'est vous. C'est-à-dire que celui qui a la responsabilité des élèves et de l'organisation pédagogique, c'est vous. Après, vous êtes avec une personne qui est parfois là dans la classe depuis bien plus longtemps que vous. Je dirais qu'il y a une qualité d'un enseignant dont on n'a pas parlé, qu'il faudrait peut-être revoir, c'est la diplomatie. Ça veut dire qu'il faut respecter l'expérience et la bonne volonté de ces personnes. Bien sûr. Et il va falloir extrêmement gentiment, avec beaucoup de précautions, arriver à lui montrer que vous allez peut-être changer quelques petites choses et que vous allez lui demander quelques petites choses. Alors, pour ça, c'est clair, vous allez jouer le fait que vous êtes un enseignant qui allait avoir des visites et donc que vous organisez les choses aussi en fonction. Vous allez la mettre dans votre poche quelque part, si je peux dire ça. Oui. C'est ça l'objectif. C'est à un moment donné amener progressivement la personne à rentrer dans votre projet pédagogique.
Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez une ATSEM qui est quelqu'un de bien, disons, hein, de très à l'écoute des enfants, de très bien positionné vis-à-vis des enfants, qui va vouloir vous apprendre le métier, et c'est là que vous allez être diplomate, vous allez la remercier des conseils qu'elle vous donne, et vous allez lui dire oui, mais moi, il faut que je fasse comme ça, parce que voilà, c'est ce qu'on m'a demandé, etc. Donc, progressivement. Il n'est pas question que vous ne fassiez pas de peinture parce que ça salit les tables, donc il faudra voir comment vous participez au nettoyage. Il n'est pas question voilà, que les enfants ne fassent pas certaines activités parce qu'il n'est pas question non plus que les enfants après la récréation restent dans la cour de récréation parce que ça, c'est pas possible dans le règlement. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas possibles, il faudra le faire avec beaucoup de diplomatie et c'est là que quand vous êtes en difficulté, parce que vous débutez, il faut demander l'aide du conseiller pédagogique. Ouais. C'est celui qui vous aidera le mieux. Par contre, si vous êtes avec, ça arrive rarement, ça peut arriver, quelqu'un qui parle mal aux enfants, quelqu'un qui est brusque avec les enfants, je n'ai pas dit brutal, mais brusque, là, c'est pareil, il faudra à un moment donné vous asseoir et dire, écoute, voilà, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je voudrais qu'il y ait une autre ambiance dans la classe. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur ça? Vous voyez, moi, je prends beaucoup de gants, mais en même temps, c'est vrai, c'est vous qui gérez les choses et c'est vous qui allez mettre en place l'organisation pédagogique. Donc, c'est un juste milieu entre, toujours d'ailleurs, même avec un enseignant titulaire, c'est le juste milieu entre prendre des conseils qui vous sont utiles, une expérience, elle est toujours bonne à prendre, et en même temps, je vous le répète, vous êtes des nouveaux enseignants, vous avez des consignes, vous êtes fonctionnaires, vous avez des choses à mettre en place. Et donc, c'est ce juste milieu de ne pas dériver et puis, en fait, d'essayer que tout se passe bien. Ouais. Et d'aller chercher de l'aide quand vous sentez que c'est compliqué. Bon. Eh bien, écoutez, je regarde. Peut-être une autre question. Mais comment préparer les premiers jours alors que l'on n'a pas encore rencontré son conseiller pédagogique? Alors, d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure de cette réunion préalable que vous allez avoir et dans laquelle vous allez rencontrer l'équipe de circonscription. Et dans cette journée, si vraiment vous n'avez aucune idée de comment préparer votre première journée, ce sera vraiment le moment de dire au conseiller pédagogique que vous êtes un peu perdu et que vous aimeriez bien avoir 1 heure avec lui pour avoir des conseils. Parce qu'à ce moment-là, ils vous aideront. Bon. Après, entre vous et moi, normalement, vous n'avez pas non plus besoin que le conseiller pédagogique vous prenne la main pour la préparation de cette première journée. On vous a donné plein d'éléments tout à l'heure. On vous a dit qu'il fallait que vous ayez des histoires à raconter, des chansons, que vous allez avoir des tests d'évaluation à faire. Vous avez pris contact dans l'école, vous avez rencontré le directeur, vous avez rencontré l'enseignant titulaire qui va vous dire comment il va faire les choses. Vous savez, la première journée, vous allez accueillir les enfants, vous allez, oui, les mettre au travail un petit peu, bien sûr. Ils vont préparer les cahiers, vous allez les faire écrire. Tout ça, vous allez vous mettre d'accord avec votre binôme, vous n'êtes pas tout seul. Voir dans la journée de pré-rentrée, l'après-midi, si vraiment vous êtes un peu perdu, vous allez aller voir vos collègues en disant mais toi, qu'est-ce que tu fais? Vous allez aller voir le collègue qui a le même niveau que vous. Vous allez dire attends, tu peux me dire un peu comment toi tu fais, comment tu as préparé? Vous allez prendre des informations. Donc, il n'y a pas que le conseiller pédagogique. Bien sûr, il va vous aider. Et généralement, la première journée, quand ils vous voient dans cette première réunion d'accueil, c'est ce qu'ils font. Oui. Ils échangent avec vous et ils voient avec vous comment vous allez préparer votre première journée. Mais après, vous allez avoir de l'aide aussi de vos collègues. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des différentes questions. On espère que ce Facebook Live vous a été utile, que vous avez pris plein d'informations, que vous êtes rassurés, que vous savez un petit peu mieux où est-ce que vous allez pour ce mois d'août et ce mois de septembre. Encore une fois, n'hésitez pas à solliciter la fabrique du prof, à vous renseigner auprès de l'INSPE, voilà, et puis surtout à préparer petit à petit votre rentrée, à prendre un petit peu de vacances aussi, hein, si ce n'a pas encore été le cas. Et puis, encore une fois, bravo pour ce changement de vie, bravo pour cette première rentrée. Profitez-en surtout, c'est la première, vous vous rendez compte, après tout ce travail accompli, vivez-la pleinement. Et puis on vous souhaite en fait une belle carrière. On vous souhaite une belle carrière et de très très beaux moments parce que vraiment vous faites un métier formidable. Voilà. Donc, et puis bonnes vacances, reposez-vous bien en attendant. L'année va être
allez, l'année, elle va bien se passer. Elle sera dense, donc profitez-en. Voilà. Et n'oubliez pas de télécharger le kit de rentrée sur la Fabrique du Prof, ça pourra aussi vous être utile. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.